Oui, donc j'ai aussi mon grain de sel à apporter sur la partie Google, Amazon et Microsoft Azure. Bon, il y en a d'autres, hein, Alibaba, etc. Tous ont des offres qui ciblent plus ou moins des entreprises dédiées spécifiques. Google, par exemple, justement, a un agrément justement sur la donnée de santé. Et évidemment, du coup, ça apporte un gros plus côté cloud s'il s'agit de travailler sur la donnée de santé. Après, sur Azure, on va avoir plus du dédié, des machines dédiées. Un peu comme si vous pouviez, typiquement pour nous, ce qui peut être intéressant, c'est avoir de la machine presque physique, disponible, plus ou moins à la carte. Ça, il y a un côté plus intéressant là-dedans. Mais ça ne répond pas à l'attente et aux besoins du client et aux besoins du métier. Donc, si c'est pour faire de high performance computing, pour faire du calcul pur, là on est très intéressé par différents clouders, mais si on veut travailler sur la donnée de santé, automatiquement on va s'orienter sur quelqu'un qui est agréé. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Donc les services ont tous un intérêt bien particulier en fonction des métiers. Pour la partie données, alors celle-là elle est longue, à répondre. Tout dépend par rapport au droit et par rapport à la suprématie, l'éthique aussi. Tout dépend de ce qu'on en fait ces données et comment on la traite. Si je vais vous présenter quelque chose, en fait, j'ai eu un problème moi-même avec cette donnée, puisque j'ai vu des photos de cellules cancéreuses et je me suis dit, je ne sais même pas s'il est mort le gars en fait. Et finalement, pour la traiter, est-ce que c'est pas plus mal? Parce qu'elle est anonymisée. La question, c'est le droit d'usage. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la donnée? Là, je retourne la question à si c'est votre médecin qui l'ordonne, est-ce qu'il a le droit de l'utiliser? Automatiquement, oui. Pour faire la jointure avec ce que disait Xavier, ils stockent la donnée. Ça, c'est vrai, ils stockent la donnée. Mais ils ne savent pas qu'ils stockent cette donnée-là. Si les seules contraintes au niveau GDPR, c'est de se concentrer typiquement sur l'anonymisation de la donnée. Après, l'intérêt, le côté suprématie, je sais que les Chinois font un peu ça, c'est qu'ils essayent de trouver un peu les localités de cancer en fonction des régions et des zones dans le monde. Donc ça, c'est un truc, ils adorent. Donc la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et comment on l'utilise et est-ce qu'on arrive à retracer la donnée en fonction du clouder qui a stocké, etc. Ça, c'est toutes les problématiques qu'on a généralement pour adresser vraiment le besoin et répondre aux besoins d'un hôpital ou d'un laboratoire. Voilà, donc toute la question est si on l'anonymise, si on leur rend vraiment compliant avec le GDPR, la donnée devient complètement volatile. Je vais répondre à la question. Alors, moi j'aime bien que c'est un social interactif, donc du coup je vais parler mais vous allez aussi parler. Qui est à l'aise avec la partie informatique, vraiment le pur et dur informatique? Ah oui quand même, d'accord. Donc vraiment dans les développements. Alors qui est dans le développement? J'ai éliminé. Et dans l'IA? D'accord, voilà, on va s'intéresser à ça. Alors, moi je fais partie je fais partie des experts plutôt ici et là depuis une dizaine d'années. Donc partie computing et partie intelligence artificielle. Ce soir je vais vous présenter quelque chose d'orienté très imagerie médicale. Et étonnamment, derrière l'imagerie médicale, en fait, on recroise absolument l'ensemble des 4 piliers d'Halloween. Sur la partie calculateur, évidemment, le traitement d'image. Le traitement d'image a une importance en termes de calculatoire. La partie big data, alors je vais vous présenter certains cas et certains projets qu'on a fait. Oui, il y a du volume, il y a beaucoup de volume. Et sur l'intelligence artificielle, en fait, pareil, je vais vous présenter ici différents use cases qu'on a et justement dont on profite dans le cloud. Alors, l'intérêt, qui sait ce que c'est que l'histopathologie? Alors, je vais avoir des collègues en fait. Donc il y a des gens qui développent, qui font du traitement d'image, je pense, qui fait du traitement d'image. D'accord. Et qui sont dans l'histopathologie et qui développent. Alors, donc je ne vous le présente pas lui, vous le connaissez peut-être.
Donc on est passé de Zaccharia Janssens avec son premier microscope à maintenant quelque chose de très très numérisé avec des scanners qui sont vraiment de dernier cri et qui du coup d'un côté on a réussi à suivre au niveau scanner aussi précision numérique de l'image, une croissance et une exponentialité sur la donnée qui est générée par les microscopes numériques maintenant et qui génère énormément de données. Maintenant, avant on avait un microscope, on savait s'il y avait des choses infiniment petites en 1608. Maintenant, c'est du numérisé et la donnée, généralement pour un patient, on peut dire qu'on peut, pour un cancer, dans un des projets, on est dans les alentours de 10 Tera. Une image. Voilà. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est complètement fluide. Hein. Même m'interrompre, on a un peu de temps. Alors, quand je disais 10 Tera, bah, ça représente à peu près ça. Ça, c'est une cellule qui a été microscopée, enfin une zone, pardon. Et ce qu'on arrive à analyser, on les fait par patch, ce qu'on appelle des patchs. En fait, on va essayer de zoomer bien particulièrement à une zone bien donnée. Et on va réussir justement à faire l'analyse sur, bon là c'est l'histoire d'un petit chat, mais on ne va pas retrouver un petit chat dans une cellule, mais ça correspond à peu près à notre qualité d'image à gauche, et ça c'est ce qu'on arrive à scanner à droite. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que vous avez avec vos téléphones à gauche, et à droite vous avez vraiment le scanner qui lui représente en fait l'ensemble d'un organe, et le petit point là, ça correspond à ce que vous êtes capable d'avoir avec un téléphone. Voilà. Alors, les défis à relever, donc on en parle un petit peu avec les questions qu'on a eues là. Il y a beaucoup d'acteurs, principalement hors de France, ça c'est bien dommage. Et bien on a du retard, on a beaucoup de retard. On va même dire l'inverse, tout le monde a beaucoup d'avance. La problématique, on est très consciencieux de la donnée, évidemment, on n'est pas en Chine et on n'est pas aux États-Unis comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Le principe de cette donnée, la privatisation de la donnée, l'usage de la donnée et la personnalité de la donnée empêche et ralentit très clairement l'évolution technologique, au profit de notre bien-être, heureusement, mais ça ralentit énormément d'un point de vue technologique et avancée technologique par rapport au reste du monde. Ensuite, il y a un autre point qui est un problème aussi, ce sont les défis de se mettre en commun. Donc ça peut être des fois les universités, ça peut être tout simplement les services publics avec toute la partie service privé. Ça c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à mettre en musique et on a besoin justement de faire avancer un peu les choses. Alors pourquoi pas, donc l'idée de base c'était, puisqu'on sait faire à Halloween quatre points qui peuvent être utiles justement à l'imagerie médicale, pourquoi pas du coup imaginer un service qui serait mis à disposition des médecins, des laboratoires, peut-être même des pharmacies, tout ce qui va être création de médicaments ou de détection d'images, et qui favoriserait justement l'accès à cette donnée, l'accès à la détection de maladies ou de cancers, ou même simplement de virus. Ça parle quand on dit dans le cloud, ça scale, etc. Ça scale, en fait, imagine tu es dans une start-up, tu vas avoir justement la possibilité avec tes moyens de t'acheter 4 machines. Okay. La question c'est de savoir, se dire, ok, tes 4 machines, est-ce que tu vas les utiliser toute la nuit, tous les jours, pendant 365 jours par an? Ça c'est un coût, ok. Et l'intérêt, tu vas te poser la question de savoir, finalement, est-ce que je n'irai pas dans le cloud où je peux allumer et éteindre mes machines à volonté? Okay, on commence déjà sur cette base. Ensuite, ça scale, tout simplement, justement, puisque tu as récupéré et optimisé les moyens que tu as par rapport aux services que tu peux avoir chez Google Cloud, par exemple, tu vas pouvoir augmenter le nombre de machines disponibles. Puisque tu vas éteindre tes machines, tu vas avoir plus de disponibilité, tu vas pouvoir du coup développer beaucoup plus de machines actives et utiles pour ton exécution. Tu as augmenté le nombre de machines, tu as donc scalé en termes de déploiement de machines. Voilà. Donc l'idée justement de ce Digital Pathology as a Service, c'est d'imaginer une surcouche justement où les clouders vont
avoir un certain nombre de services plutôt généralistes, de le spécifier par exemple typiquement pour le traitement d'images et principalement sur l'imagerie médicale. Donc on va présenter l'outil plus tard, mais Aneo du coup a développé un outil qui va le permettre d'être la surcouche du cloud et qui va faciliter des gens qui n'ont pas forcément les connaissances du cloud, l'accès justement à une puissance de calcul que vous n'auriez pas eu sans ce genre d'outil de framework. Alors le premier cas qu'on a eu justement, c'est un premier cas qu'on a eu avec l'université Paris-Descartes. L'idée c'était de détecter justement tout ce qui est le papillomavirus. Alors tout le monde, j'imagine que tout le monde connaît ce virus. Il y en a combien d'après vous des types de virus de ce type-là? Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 100, une centaine, 200 à peu près. Ils sont tous numérotés. Et c'est une vraie cochonnerie parce que en fait, ce n'est pas seulement une MST, c'est un... Pardon? Non mais vas-y, allez-y, il faut parler. Non, je dis juste qu'il doit sûrement y avoir des sous-types. Il y a des sous-types. Alors, c'est des mutations. Heureusement, les mutations, elles vont dans le bon sens. Elles n'entraînent pas de cancer par la suite. Dans les 97% du temps, les mutations en fait détériorent l'efficacité du virus. Donc du coup, on n'a pas pu rassurer. Il y a énormément de dérivés, en effet. Donc du coup, oui. Vas-y. Non, je raisonnais tout. D'habitude, dans la vie, la stratégie de la vie, en fait, le fait de muter, c'est de s'améliorer dans ce qu'on est capable de faire. Tout à fait. Voilà. Mais c'est curieux, ça va dans le sens inverse. C'est pas pour autant qu'elle... Ah, attention, c'est mieux de faire. C'est pas parce qu'elle a muté dans le bon sens, elle est peut-être plus efficace, mais elle rend pas de cancer. Elle se déploie peut-être plus. Et du coup, on va y venir. Ouais. Donc c'est une très bonne remarque. À l'effet inverse, heureusement pour nous, la mutation qui peut être très positive pour le virus est saine aussi pour nous. Je vais revenir pourquoi. Je vais revenir dessus. Pourquoi? Alors, déjà dans le monde, il y a donc, tous les ans 500 000, donc c'est énorme, 500 000 cas de nouveaux virus en moyenne d'atteinte de ce virus dans le corps humain. Donc on le porte quasiment tous, je vous le dis, sous différentes formes. 500 000 par an. En Europe, c'est 35 000, si je me souviens bien, le chiffre n'est pas là. Et en France, c'est 16 000. Pardon, non, en Europe, c'est beaucoup plus. C'est 200 000. C'est 200 000. Donc c'est énorme. Il faut y aller, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à poser des questions. C'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une MST. En fait, ça se propage aussi par les mains, par les postillons, etc. Donc, tout le monde là. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une centaine de virus différents. Et parmi ces centaines de virus différents, en fait, il n'y a que 3-4 qui sont vraiment les plus dangereux et les plus résistants et qui provoquent aussi un certain nombre de cancers. Voilà. Donc, pour vous dire tout, en fait, il y en a trois types particuliers. Le HPV 18, 16, 18, 31 et 33. Donc il y en a 4. Alors, là, typiquement, il a une plus forte, celui-ci, ou celle-ci, je ne sais pas qui, a un plus fort risque d'avoir un cancer. Celui-ci, voilà, les points noirs est considéré comme les virus. C'est pas vraiment ça, mais en gros, considérez-le comme ça. Cette personne-là est beaucoup plus atteinte par le virus et elle présente moins de risques à avoir un cancer. Pourquoi? Alors, ce qui se passe, c'est que le corps humain est une sacrée machine et elle développe des anticorps et elle spécifie certains anticorps. Dans le cas où il y a 3 petits virus qui se baladent, pour lever une armée, on ne la lève pas tout de suite parce que ça n'a aucun intérêt. Donc le corps humain ne se réveille quasiment pas. Donc du coup, le virus va commencer à faire sa petite balade, sa petite vie dans les cellules et le corps humain va absolument pas se défendre. Dans le cas de droite, vous pouvez voir du coup un certain nombre de virus et là c'est l'armada du corps humain qui se défend et qui du coup va avoir des
anticorps spécifiques qui vont se défendre contre le virus. Donc, dans le cas de droite, dans le cas de droite, on met 6 à 18 mois pour s'en remettre, généralement. Dans le cas là, ça c'est, il est urgent de faire pour les femmes justement un frottis. Pourquoi? Parce que justement tous les 3 ans on peut voir, justement on peut déceler. Ça, la majorité des cancers se trouve dans le col de l'utérus. Dans le cas que je vais vous présenter, ça va être au niveau du cou et de la tête. Et ce sont justement des zones où les cancers sont les plus dangereux, les plus risqués, avec des phases où là c'est beaucoup plus grave et solennel, des phases de décès qui peuvent être assez importantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter justement pour le numériser ce virus? Ça passe par quatre phases bien spécifiques. On va avoir une color decomposition. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des lamelles faites par les histopathologues qui vont être soumis à un certain nombre de produits qui vont, alors je ne vais pas avoir le mot en français, qui vont marroniser et bleuer les cellules. C'est brownish, bluish. Cette partie-là va justement, c'est pour ça que généralement les photos qu'on a, elles sont généralement très bleues et les cellules qui sont marquées avec une teinte un peu plus marron, c'est le noyau de la cellule. Donc on va avoir une première partie où justement on va essayer d'extraire à gauche le bleu, à droite le marron. Sur la partie, après sur la netteté, il faut savoir que c'est des machines, des scanners numériques comme j'en parlais. En fait, on a augmenté la précision numérique, mais par contre ça défile. Et des fois il peut y avoir des erreurs, des manipulations de lamelles qui peuvent être scannées et qui sont défectueuses. Donc on a une deuxième phase où justement la partie cellulaire, on va essayer de nettoyer justement cette partie cellulaire pour vraiment dissocier correctement, segmenter correctement les cellules par la suite. Donc on va la nettoyer pour pouvoir mieux la segmenter plus tard. Et ensuite, on va du coup faire ce post-processing. Et le post-processing, ça va être quoi d'après vous? Eh ben, c'est simplement de compter les virus, tout bêtement. Parce que la proportion au centimètre carré du nombre de choses que vous voyez en bleu ou en vert, j'expliquerai ça plus tard, c'est vraiment orienté sur cette détection du nombre de virus qui sera en jaune. Je reviendrai dessus. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Alors, on a un deuxième sujet justement qui est intéressant aussi pour la médecine et qu'on a réalisé. On s'est dit qu'on allait se prêter au jeu, de se dire tiens, l'IA ça fait beaucoup de choses, pour la médecine. Mais nous, en tant qu'experts, est-ce qu'on est capable de faire mieux? Donc l'objectif était double. C'était déjà d'utiliser le cloud et nos outils capables déjà de faire ça. Et dans ce cas, c'était la détection du cancer du sein, et donc c'est savoir précisément segmenter la zone dans laquelle se trouve le cancer du sein. Donc à gauche, vous allez avoir un certain nombre de lamelles, de patchs qu'on va avoir régulièrement dans ces slides. Et sur les 3 niveaux, sur les trois slides, vous allez avoir justement la reconstitution faite par l'IA d'ensemble d'images d'une espèce de lamelle du sein. Au centre, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est ce qu'on souhaiterait. Et à droite, c'est ce que l'IA a réussi à détecter via un modèle. Je vous explique pas trop le modèle multicouche qui a été mis en place. Je ne suis pas l'expert pur et dur data scientist comme Michel. C'est lui qui a fait vraiment cette composition de multicouches pour faire les réseaux de neurones de ce modèle. Pourquoi? En fait, il s'est dit un truc, il s'est dit que justement l'entraînement pouvait être fait d'une manière différente. Et il a remis en cause un peu ce qui avait été fait pour la remettre à plat, et il a réalisé ce travail en 12 jours. Puisque toute la partie socle, cloud, etc. était à notre disponibilité, le savoir-faire pour l'améliorer, ça lui a pris 12 jours. Donc l'idée est bien de segmenter la zone où se trouve le cancer. Le modèle, l'IA a fait du coup un bond de 83% à 94%. Voilà. Donc c'est un grand apport. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à ça, on va avoir un niveau de fiabilité en plus, du doute en moins, et surtout sur l'efficacité.
puisque c'est un de nos acteurs aussi. Là, c'est moi qui ai repris le sujet. On parle d'entraînement, de machine learning, mais il y a une autre phase aussi, c'est l'inférence. C'est le moment où vous allez justement mettre en place et exécuter le modèle qui a été entraîné et voir s'il arrive à faire ces détections. On parle d'inférence. Cette phase-là, du coup, maintenant, chez nous, elle fait, dans les 10 millisecondes. Dans les 10 millisecondes, donc du coup, on peut faire un certain nombre de lamelles comme ça qui passent de manière beaucoup plus industrielle. C'est là où on devient un petit peu plus sérieux. On arrête de jouer avec des modèles IA, etc. C'est magique, etc. Non, là, on a augmenté la fiabilité et on augmente aussi la rapidité et l'efficacité. Vous utilisez l'inférence pour vérifier le machine learning? Alors, non, en vrai, non, mais en fait, on s'en sert quand même pour pouvoir réentraîner au fur et à mesure le modèle, parce qu'on peut avoir des faux positifs, ce qui nous sert du coup à renvoyer dans le modèle pour l'entraînement. Donc l'inférence qui nous donne des choses fausses va être réinjectée pour dire voilà, tu vas être classifié différemment. Sur l'inférence, c'est vraiment la partie où, imaginez-le plutôt dans une phase très industrielle, où on a entraîné un cerveau pour savoir faire des choses de manière répétitive. C'est au moment où on passe justement un nouveau patient, une nouvelle lamelle d'un nouveau patient. Il passe dans une machine justement et détecte par caméra ou par microscope numérique cette lamelle. Elle passe sur le service qu'on a développé et elle détecte par inférence la comparaison entre ce qu'il sait détecter et ce qui existe durant le passage. Ça va? C'est une exécution simple. J'ai été entraîné, je fais une comparaison, ça marche, oui, ça match. J'ai trouvé le pattern qui est équivalent. C'est bien un cancer, ce n'est pas un cancer. Donc la réponse est généralement assez binaire. En vrai, elle présente trois phases. Le doute, évidemment, le refus et le positif. C'est bon? Ça, c'est la partie inférence. C'est quand on sait classifier cette nouvelle donnée qui nous est reçue. Alors, sur un troisième sujet, une troisième problématique, jusque-là, on avait parlé de précision de papillomavirus, sur la précision du nombre de virus. Le deuxième, c'était sur la segmentation, savoir contourer proprement la zone d'un cancer. Là, c'est un problème qui est plutôt gênant. Sur la partie colorectale, vous allez avoir énormément de données. Donc là, tout à l'heure, je disais 10 Tera. En fait, un patient, là, ça représente 50 Tera de données. C'est monstrueux. Donc c'est un patient. Actuellement, les infrastructures qui savent stocker ça, ce sont les clouders. Il n'y a pas de réalité pure où on peut imaginer quelque chose de très industriel si on ne traite qu'un patient par journée, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Là, l'idée, c'était justement de pouvoir faire un traitement d'intelligence artificielle sur du multizoom. Pourquoi? Ça va aider les médecins à pouvoir segmenter à différents zooms du côlon ou du rectum. Cette zone est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les médecins, avant de passer en chirurgie, en fait, ils vont faire un grand tour, un grand rond. Voilà, c'est là. Et après, c'est le chirurgien qui se débrouille. Donc, quand il fait ce rond, ça correspond quasiment à, voilà, c'est ici, quoi. Sachant qu'un côlon, en fait, c'est un tube, hein, mine de rien, et ce tube, en fait, va avoir un cancer qui, c'est pas une boule. Ça peut être un prolongement cellulaire qui peut s'étendre sur plusieurs centimètres. Ça, on a besoin d'imaginer quelque chose qui va reconnaître par intelligence artificielle ou non, ou peu importe, mais qui soit absolument temps réel. Donc ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, il va déplacer il va faire son opération. L'importance va être dans la précision de cette découpe. Notre approche sur ça, comment on arrive à faire ça? Donc on a identifié 4 acteurs. Donc on a vu jusqu'alors les problématiques. On a vu les problématiques, ça nous intéresse. Bon, très bien, on sait faire, peut-être, on verra. Mais on a besoin de qui? Alors on a besoin évidemment de celui qui a un besoin de traitement intensif. Celui, il a une problématique, c'est beaucoup d'images, beaucoup de données, et pour les histopathologues, ça équivaut justement à... Donc là on a un professeur de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui s'appelle Cécile Badoil, et qui nous a dit, j'ai fait bac plus 14 je crois, et je passe 6 heures de mes 12 heures de travail
par jour à me brûler les yeux sur un microscope pour détecter ce qu'elle fait, ce que l'IA pourrait faire. Donc c'est là où on est intervenu. Bon, on ne lui demande pas de compter, mais elle est intéressée justement par ce nombre de virus au centimètre carré, et ça, évidemment, elle ne le fait pas au microscope. Alors l'intérêt là-dedans, c'est justement de pouvoir lui offrir un service via plusieurs partenariats. Typiquement, dans ce cas d'exemple, on a la partie l'Université Paris-Descartes qui a vraiment développé énormément d'algorithmes pour pouvoir faire ce comptage proprement, faire le segmentation, faire le comptage, etc. Et sauf que voilà, donc on a reçu ces algorithmes avec beaucoup de jus de cerveau dedans, sauf que voilà, une image, une lamelle, c'était environ 30 secondes d'exécution, ce qui est insupportable et ce qui ne peut pas répondre à une problématique industrielle que souhaiterait l'hôpital. C'est là où on intervient justement, là sur la partie ANEO, on va essayer d'optimiser justement, on va intervenir sur l'optimisation justement de ce système et on va mettre justement cette application dans le cloud qui va récupérer la partie algorithmique, l'optimiser et le mettre à disposition d'un service accessible et compréhensible pour l'hôpital. Alors finalement, c'est quoi le moteur Hype? Donc c'est un microservice justement qui, donc pour le mot-clé, c'est Hierarchic Image Processing Engine. C'est un microservice qui va se déployer, si vous voulez, chez vous, qui se déploie aussi dans le cloud et qui peut se scaler sur un certain nombre de machines qui peuvent être à disposition dans le cloud. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est multiple. C'est déjà d'offrir un environnement de développement où on n'a pas forcément envie de réinventer la roue. Donc il y a quand même un petit plus, c'est que ce service a la capacité justement de, vu les détections qui sont capables d'être faites, de réutiliser ce qui a déjà été fait. Ensuite, sur la partie accéder au grand nombre de traitements d'images, donc là on va pouvoir mettre à disposition ce service de telle façon à ce qu'on puisse profiter du savoir de tous. Donc on est un peu le lien, la glue entre nous, un service qui peut être offert industriellement parlant, des clouders qui vont nous servir de puissance de calcul direct, et justement l'université qui, eux, vont pouvoir créer un certain nombre ou innover, on va dire, sur les différents algorithmes. C'est là où on est intéressant de capitaliser et de centraliser. Ensuite, il y a plusieurs avantages. Donc c'est en forme de graphe. On n'est pas forcément obligé de connaître le développement, puisqu'on ne réinvente pas la roue. Les premières briques sont déjà là. À vous ou à nous de réutiliser ces briques en fonction du besoin attendu, de l'attente de réponse. On archive la lamelle, donc du coup tout ce qui a été numérisé est poubellisé. Soit c'est conservé parce que justement ça va servir aussi à un certain nombre d'informations en disant est-ce que finalement à l'époque on ne s'était pas trompé. Et si on renumérise, en fait finalement on ne peut pas le prouver. Donc il y a toute une question d'archivage qui est derrière, c'est au choix justement de l'utilisateur qui est en amont du contrôle à la fois de l'algorithmie et de la donnée qui va transiter. Voilà. Mais la plupart du temps c'est quand même poubellisé parce que c'est un stockage qui est considérable. Voilà. Alors en archivage lamelle, je crois qu'ils sont à 5 ans, si je ne me trompe pas. C'est assez important. L'archivage des lamelles, c'est à peu près 5 ans. Voilà. Autre question? Ah bah, je passe la main. Merci beaucoup.